De retour dans l'Africa Newsroom, je suis toujours avec Lady Ngomangue PC, conférencière et fondatrice de l'Alliance des femmes de médias. Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Armand Hiré, journaliste et ancien correspondant en Afrique centrale du quotidien Le Nouveau Courrier d'Abidjan. Tout de suite, le grand temps. Le FPI et ses divisions, des dissensions qui ont abouti à la démission d'Agnès Monet, la secrétaire générale et porte-parole du parti. Les oppositions se jouent autour de Pascal Affi-N'Guessan, le président du parti, et Laurent Gbagbo. Les deux hommes devaient se rencontrer il y a quelques jours à Bruxelles, où l'ex-président est en liberté conditionnelle, mais la rencontre n'a pas eu lieu car Pascal Affi-N'Guessan a refusé de reconnaître le fondateur du FPI comme l'actuel président du parti, condition posée par Laurent Gbagbo pour recevoir Pascal Affi-N'Guessan. Reportage d'Olivier Conan. Vers une rupture entre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front Populaire Ivoirien. Suite à une rencontre avortée entre les deux hommes, Affi-N'Guessan accuse son mentor d'être à la base de la division du parti. Le président Gbagbo n'est pas président du Front Populaire Ivoirien. Il est président fondateur du parti. Nous pouvons même dire qu'il est notre chef. Mais président du parti, c'est une chose. Être fondateur d'un parti, c'est une chose. Je suis président du parti depuis juillet 2001, grâce à M. Laurent Gbagbo, qui a été reconduit à la tête de ce parti par 4500 congressistes votants et avec un score de plus de 99%. Pour les observateurs, la rupture entre les deux hommes est préjudiciable à Affi-N'Guessan, qui devrait songer à créer son parti et se forger une légitimité personnelle. Il a eu près de 300 000 voix à une présidentielle en 2015, dans le contexte que l'on sait, avec des mots d'ordre de boycott. Ce sont ses voix à lui, ce sont ses hommes à lui. Même s'ils sont issus du FPI, ce sont des gens qui aiment Affi-N'Guessan. Quand en Côte d'Ivoire, on a 300 000 personnes qui vous suivent, vous ne faites pas des batailles d'étiquettes, de logos. Malgré les distensions, Pascal Affi-N'Guessan affirme que Laurent Gbagbo sera le candidat du FPI à l'élection présidentielle de 2020 si son acquittement est confirmé. En attendant, Pascal Affi-N'Guessan a subi un revers avec la démission d'Agnès Monet, secrétaire générale et porte-parole du Front Populaire Ivoirien. Armand Hiré, est-ce que Pascal Affi-N'Guessan est un homme aujourd'hui fragilisé? Très fragilisé. Je pense que Pascal Affi-N'Guessan est très fragilisé parce qu'il aura lui-même creusé, si vous voulez, et créé les conditions de l'état dans lequel il est actuellement, de son état très fragile. Pascal Affi-N'Guessan, c'était ce monsieur-là qui était parti pour tout avoir et qui a tout eu sous Gbagbo. Malheureusement, la crise ivoirienne est passée par là. Malheureusement, certains, comme on dit, les contingences, certains contingences ont, on va dire, favorisé ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 18 ans qu'il a la tête de ce parti. Ça ne le dérange pas lui-même. En tant que socialiste, en tant que démocrate, ça ne le dérange pas que depuis 18 ans, qu'il soit à la tête d'un parti, la tête qu'il a occupée en juillet 2001, pendant un congrès où il était candidat unique. Moi, je me demande quel genre de démocrates peuvent être ces personnes-là qui sont dans un parti politique et qui le dirigent depuis 18 ans. Et ça ne les gêne pas, outre mesure, d'être là, de faire au moins 3 mandats ou bien 2 mandats et de passer le flambeau et de rester là et encore de revendiquer. Mais Affi-N'Guessan aujourd'hui est dans ce schéma justement parce qu'il a été maintenu là, parce qu'il est en prison. Ce qui dénie à Gbagbo aujourd'hui, mais Mamadou Koulibaly a voulu les jeter de la tête du FPI pendant qu'il était en prison. Mais c'est tous les militants, toute la direction qui a dit non, on ne peut pas faire ça à quelqu'un qui est en prison. Alors donc pour vous, l'attitude de Pascal Affi-N'Guessan est la plus finalement préjudiciable pour le parti? Mais justement, la position de Affi-N'Guessan noie le FPI. Parce que Affi-N'Guessan a pris le FPI et l'a mis dans les mains de la justice ivoirienne. Donc, depuis 2014, vous savez, on n'a pas assez de temps, sinon on allait faire l'étymologie de tout ça. Depuis 2014, c'est à coup de procès que Affi-N'Guessan règle ses comptes avec ses anciens camarades d'hier qui l'ont exclu au congrès de Mama.
Didier Ouédraogo, est-ce qu'on peut pointer du doigt uniquement Pascal Affi-N'Guessan? Le parti est quand même déjà rencontre énormément de problèmes depuis 8 ans. Mais il faut pointer du doigt la déliquescence de vieux partis qui en réalité n'ont plus rien à proposer et qui en fait se querellent entre eux sur des strapontins et des fauteuils. C'est ça le vrai problème. Moi, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que Affi-N'Guessan, parce que Gbagbo même dénonce effectivement la mise sous tutelle de la justice par Affi-N'Guessan de ses propres camarades de lutte. Donc ça devient quand même quelque chose d'assez éthiquement inacceptable, si vous voulez, et politiquement condamnable. La meilleure façon donc de gérer une question comme ça, c'est qu'on voit bien que en fait, c'est l'emprisonnement et la mise à l'écart donc de Gbagbo qui a donné un peu plus donc de tonus à Affi-N'Guessan et qui se croit maintenant avoir poussé des ailes et qui se dit, attends, mais mon gars, maintenant que les choses sont comme ça, mais j'ai veillé quand même sur la marmite, maintenant tu attends parce que c'est mon tour maintenant. C'est mon tour qui a sonné. En d'autres termes, la question qui est posée n'est pas l'avenir du FPI, c'est l'avenir de Affi-N'Guessan. Et encore là, on peut voir... Et la question de 2020, bien sûr. Voilà, bien sûr. Et on peut voir ici quand même une certaine hauteur donc, de Gbagbo. Je dis, elle est toute relative, mais une certaine hauteur quand même, qui dit, mais la question n'est pas posée là. C'est pas une question de personne. C'est donc de revenir sur les questions et en même temps, il laisse paraître effectivement, dans la continuité de ce que dit Iré, que dès lors qu'il va poser ses pieds sur le sol ivoirien, il n'est pas exclu qu'on le reconduise quelque part donc dans les méandres donc, de la justice ivoirienne. Mais Dieu seul sait que comment on peut présager donc de l'avenir si de toute façon il pensait déjà lui-même aussi que l'avenir leur appartient à tous et qu'ils doivent le construire en commun, c'est pas à ce moment précis où qu'il doit manœuvrer de manière aussi macabre. Passez-moi l'expression, mais bon, je suis un peu dans la pensée politique, mais en même temps, je trouve que c'est assez compliqué. Je le disais tout à l'heure, une fois qu'on a beau être amis de longue date, avoir fondé ensemble ceci ou quoi que ce soit, une fois qu'on est aux affaires, on ne peut que constater, en tout cas, que chacun a envie de mener sa barque d'une manière complètement, parfois, inattendue. Et on ne peut pas laisser de côté le fait qu'il ait pu être grisé, parce qu'avec les événements qu'il y a, lorsque Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI, nul ne sait, tout le monde veut quelque chose, mais nul ne sait si ça arrivera ou si ça n'arrivera pas. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il est donc maintenant, il n'est plus à la CPI. On avait beau l'espérer, on ne l'espérait que, mais personne n'avait la conviction de le voir se réaliser de ses propres yeux. Et dans cet intervalle-là, la question qu'il faut se poser, c'est Affi-N'Guessan est-il celui qui unilatéralement décide de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, parce que n'oublions pas non plus que dans la crise ivoirienne, il ne s'agit pas que du peuple ivoirien. On sait bien que des ficelles ont été tirées jusqu'au drame. Et la question qu'il faut se poser, ces ficelles n'ont-elles pas continué à être tirées pendant que lui, il était à la CPI en disant, bon, toi, tu feras comme ci, on fera comme ça avec toi. Il y a un certain nombre de choses dont je veux croire qui échappent peut-être, en tout cas qui ne sont pas uniquement du ressort d'Affi-N'Guessan aujourd'hui. C'est pourquoi je vais donner deux faits. Hein. Je vais donner deux faits pour qu'on ait une idée, une large idée de ce qui se passe aujourd'hui au FPI. Le 15 juillet 2015, je crois. Le 15 juillet 2018, voilà, c'est la date exacte. Aboudraman Sangaré était encore en vie. Aboudraman Sangaré, c'est celui qui a assuré l'intérim de Gbagbo à la tête du FPI qu'on qualifie d'historique et de loyal. Il est approché par Pascal Affi-N'Guessan parce qu'il s'est dit épuisé par la crise au FPI et que le FPI s'affaiblit. Aboudraman Sangaré lui rétorque qu'il faut donc reconnaître les acquis du congrès de Mama, qui installe Gbagbo à la tête du FPI. Affi-N'Guessan donne son accord. Il doit maintenant le stipuler dans une missive. Il fait le courrier. Il donne à un envoyé. Pendant que le monsieur arrive au domicile d'Aboudraman Sangaré et qu'ils sont au stade de Salamalek, il est rappelé par Affi-N'Guessan pour dire qu'il ne faut pas que le courrier soit donné. Et quand Aboudraman Sangaré lui demande mais pourquoi est-ce que tu reviens sur ta parole, il dit on me tient. Ça, c'est une investigation que nous avons menée sur le premier volte-face. En octobre 2015, donc les deux dates, c'est pratiquement, non, je disais 2018, mais c'est plutôt en 2015. En octobre 2015, le 7 octobre précisément,
Au palais présidentiel, les candidats à l'élection de 2015 doivent signer un code de bonne conduite. La plupart des candidats boycottent, les grosses têtes comme Jean-Conan Bani, Essi Amara, Mamadou Koulibaly, décident de ne pas aller au palais présidentiel parce qu'ils estiment que Ouattara est un candidat, on ne peut pas signer un code de bonne conduite dans ses bureaux. Afin N'Guessan était déjà dans la salle avec 3 autres candidats. Et quand il a eu l'information, il s'est rétracté dans sa chaise, il a dit, mais si c'est comme ça, moi aussi je ne signe pas. Et derrière, c'est Ahmed Bakayoko qui était en ce moment puissant ministre de l'Intérieur qui tourne. Le président du FPI dit qu'il ne signe pas, ok, nous aviserons. 30 secondes après, Afi a signé le code de bonne conduite. Donc, c'est la question que je me suis posée dans un article que j'ai mis en ligne ces derniers temps, mais c'est qui tient Pascal Affi N'Guessan? Donc nous disons la même chose. On dit la même chose, le dit, mais je juste donné des faits. Qui tient absolument Pascal Affi N'Guessan? Juste dans quelle mesure a-t-il les coudées franches? Et je veux dire, ça n'est pas une première, on parle là de lui, mais on peut parler des États africains en général. Il y a toujours des choses que l'on considère comme étant absurdes, alors que nous savons tous pertinemment, nous, comme le grand public, que ça n'est pas que de leur, ce n'est pas qu'à leur discrétion uniquement. Et d'autre part, j'aimerais, puisque nous parlons du FPI, aujourd'hui il y a des fractions, on a plusieurs. Comme l'UPC au Cameroun, avec la différence que l'UPC, ça datait de l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas un certain nombre d'immédiateté pour pouvoir réagir. Mais aujourd'hui, ce qui risque d'arriver, vaut mieux avoir finalement, vous l'avez dit dans le reportage, son petit parti à soi, que le grand et célébrissime parti des autres où on est contesté. C'est la véritable question. On l'a vu, des ministres, Éric Caillé et d'autres encore, de Laurent Gbagbo, ont créé l'AIRD. Oui. Et donc il y a la possibilité, dans une famille, d'ailleurs la famille n'a pas vocation à tourner en rond, la famille a vocation à ce que chaque membre de la famille puisse à son tour constituer une autre famille. Je pense que c'est cela le cycle de la vie et de la vie politique, évidemment. Didier Ouedraogo, alors est-ce que Pascal Affi N'Guessan va créer son parti ou est-ce qu'il a tout intérêt justement à créer alors, qu'il crée son parti, ce serait une catastrophe pour une raison. C'est que ça voudrait dire simplement qu'il n'a pas de projet politique. Et qu'en fait, s'il en a un, ça ne concerne que lui. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de personnaliser les pouvoirs si on veut avancer. Parce que dans le fond, c'est une question c'est des querelles de tête. Si il ne crée pas non plus, les choses aussi sont compliquées, puisqu'il est déjà donc en délicatesse avec... Déjà contesté... Avec Laurent Gbagbo et les autres. Donc, dans le fond, il a creusé une espèce donc de gouffre dans lequel il s'est retrouvé lui-même. On l'a aidé. On l'a aidé. Ouais. Mais dans tous les cas, qu'on l'ait aidé ou pas, moi j'estime qu'il faut que désormais les hommes politiques soient responsables des actes qu'ils posent. Qu'ils aient été ou pas diligentés, qu'on les ait soudoyés, etc. Dans le fond, il faut prendre la conscience qu'ils prennent des décisions qui déterminent le destin des peuples. Donc ça, c'est fondamental. On ne peut pas laisser faire en disant « bon, ouais, peut-être qu'il est faible, etc. » Quand on est faible, on ne fait pas de la politique. Quand on est trop faible et qu'on peut se glisser entre les cuisses et les chemises des autres pour pouvoir apparaître, on n'a pas besoin de faire de la politique. Il faut rester dans son coin. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on crée des chapelles de famille tous azimuts, parce que c'est ça le problème aussi. Parce que dans le fond, le peuple qui va demain aller aux urnes ne sait même pas à quoi il a affaire. Parce qu'il y a tellement d'éclatements de partis politiques divers et variés que le choix même... Ce que je voulais souligner en ce qui concerne Pascal Affi N'Guessan, c'est vrai qu'on est unanime sur le plateau, il y a des tirs à boulet rouge, mais moi je dis, et je l'ai toujours dit en off ou même en on, c'est le mauvais casting de Laurent Gbagbo et aussi le fait qu'il est parfois resté intransigeant lui-même dans sa carrière politique. Si Gbagbo avait un temps soit peu participé à des gouvernements au bon vieux temps en tant qu'opposant et qu'avait plusieurs fois on a tenté de le mettre dans un gouvernement, mais le fait de rester en dehors des sphères de décision et de la gestion du pouvoir a créé tout ça. Les gens sont venus, ils sont des technocrates, mais ils ne sont pas des politiciens. Exactement. Ils n'ont pas su gérer une situation. Et dès que la roue a tourné, vous avez vu, tous ceux qui l'ont lâché aujourd'hui, tous ceux qui ont lâché par exemple, Laurent Gbagbo, c'est des classiques, c'est des gens à qui il a donné tout pratiquement au niveau de leur carrière. Mais ce n'est pas des politiciens en fait.
Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez. Oui. Il faut quand même qu'on se méfie de la pensée unique parce que si, on parle là de liberté d'expression politique, si il y a une tête politique, un parti, et que vous disiez qu'on ne puisse pas en partir pour faire autre chose, je pense qu'on est muselé parce que le projet de société que peut avoir un homme politique n'est pas nécessairement celui qu'auront les autres et les autres devraient pouvoir l'exprimer aussi. C'est cela la réalité. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut des projets politiques, mais parfaitement, l'expression populaire, l'expression démocratique des différents partis politiques qui briguent un pouvoir, c'est la meilleure manière d'aller à la gestion donc, de la chose publique. C'est la meilleure manière. La seule différence, quand on constate sur les différents programmes, de ceux qui nous proposent leur programme, il n'y a pas de programme. C'est-à-dire, c'est ça le programme. Oui, c'est-à-dire, c'est ça notre difficulté. C'est-à-dire, on faut présenter un projet de société pour une population. Monsieur Didier Ouédraogo, moi, en tant qu'Ivoirien aujourd'hui, nous sommes à 1 an pratiquement de la présidentielle de 2020. Et quand tu ouvres ton téléphone portable ou quoi que ce soit, c'est des dissensions au FPI, c'est des dissensions au RHDP, c'est des dissensions au PDCI. Mais il est où le programme? Mais d'où l'intérêt peut-être d'avoir une nouvelle offre, justement. Justement, c'est pourquoi, bon, c'est pas sur ce plateau qu'on va lancer un appel, parce que on a 2 femmes sur ce plateau. Je pense qu'en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il est temps que les femmes s'y intéressent réellement. Parce que nous, les hommes... Vous me grattez là où ça me démange, monsieur Iré. On a échoué. Sérieusement, on a échoué. Regardez, je vous ai cité tout à l'heure les 3 grands groupes politiques de notre pays. Dans tous ces 3 grands groupes, il y a la division. Division totale. La cassure au RHDP est plus importante que celle qui se passe au FPI. FPI, comment sauver le soldat Afi? Mais Gbagbo n'a qu'à dire un seul mot et Afi revient à la maison comme Agnès Monet, aller faire sa cure de jouvence à Bruxelles et qu'aujourd'hui, on essaie de négocier avec elle puisque ça est passé au tamis des caciques du FPI. Ou alors, si elle nous écoute, elle ira créer son parti. C'est peut-être aussi ça. Agnès Monet, bon, je ne pense pas, parce qu'elle est revenue à la maison, c'est passé au tamis de tous les caciques du FPI. Simone Gbagbo a été prévenue, elle a donné son OK. Hubert Oulaï, le président du comité de contrôle, a donné son OK. On cherche simplement maintenant à lui donner un... Donc, Afi, un seul mot de Gbagbo, et on a sauvé le soldat Afi. Mais est-ce que ça sauve le peuple de Côte d'Ivoire? La question. Donc, bien sûr, la question. Merci à tous les 3 pour ce décryptage de ces divisions au sein du Front populaire ivoirien. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Question compliquée.